Bonjour tout le monde, donc on va commencer. Ouais. Du coup, je tiens à remercier à tout le monde d'être venu. Cette sur les technologies donc Alteryx et Tableau. Donc on va avoir 3 interventions aujourd'hui. Donc une première intervention du coup Jean-Baptiste Vendée qui va nous expliquer, donc, qui est business développeur chez The Information Lab, qui va nous présenter du coup une présentation de Tableau et d'Alteryx. Et ensuite, les deux présentations suivantes sont des use cases, donc par Arthur Ledvine, désolé. Du coup, un premier use case qui donc est chef de projet chez Caisse d'épargne Hauts-de-France. Donc un premier use case sur du coup Alteryx et le deuxième use case sur Tableau. Donc voilà. Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous suivre, on est partout, on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter. À chaque fois on a essayé de mettre à peu près le même nom. Donc Meetup Big Data et Machine Learning, Meetup Data Lead. On a aussi une chaîne YouTube où on va mettre les streams des Meetup. Et si vous avez des propositions de présentation ou de sponsoring, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à meetup.data.lille@gmail.com. Je vais te laisser commencer à présenter la société, Guillaume. Ouais. Donc on va s'asseoir. Juste. Je m'appelle Guillaume et je ne vais pas rester longtemps sur scène, je vais laisser Jean-Baptiste la suite. Donc juste lever la main ceux qui connaissent Tableau, qui ont déjà essayé Tableau. Il y en a quand même quelques-uns. Alteryx. Ah moi. Bien. Levez la main ceux qui connaissent Excel. Ouais, j'en ai plaisir. C'était juste pour vous faire un peu de mouvement, un peu de sport. The Information Lab, on a été créé en 2010 à Londres, c'est pas très loin d'ici. À l'époque, Tom, notre fondateur, était assez visionnaire, il a découvert Tableau, il a dit mais c'est ça l'outil de demain dans la BI, c'est vraiment la BI self-service et ça va pouvoir permettre de faire vivre l'adage de Confucius, quand un homme a faim, ne lui donne pas du poisson mais apprends-lui à pêcher. Et c'est vraiment notre mission, on est là pour apprendre à nos clients à utiliser les outils et qu'ils soient autonomes. Et quand ils sont dans leur fonction métier, ils peuvent utiliser Alteryx, ils peuvent utiliser Tableau, il n'y a pas de code, c'est facile à prendre en main et ça change la donne au niveau de la data, de l'utilisation de la data et de la représentation des données, notamment par rapport à Tableau. The Information Lab, on est un groupe européen, on est présent dans 7 pays en Europe, on est 180 en Europe, on est 12, enfin bientôt 14 ou 15 en France, parce qu'on a une très forte croissance. On est les premiers revendeurs de licences Tableau en Europe et les premiers revendeurs de licences Alteryx en Europe aussi, et en France aussi. Premier revendeur, c'est donc qui revendons plus de licences dans le mode indirect. On recrute en permanence des consultants, aussi des commerciaux, et des gens en fait surtout qui ont une passion pour la donnée, une passion pour l'un des outils. Pour l'instant d'ailleurs, moi je suis un ancien contrôleur de gestion, et en 2015, quand j'ai découvert Tableau, je m'en rappellerai toujours, donc il y a un monsieur, Gilles Imbert, qui est venu dans la société où j'étais faire une présentation de Tableau, et je suis tombé amoureux. Enfin, pas de Gilles, mais de Tableau. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à faire ce que je fais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai fait une extraction de mon CRM, j'ai mis mes données, j'ai fait un point CSV, puis j'ai plugué Tableau dessus, je me suis amusé. J'ai téléchargé un trial avec mon adresse pro, puis avec mon adresse perso, puis avec l'adresse de ma femme, tout ça pour essayer de pouvoir utiliser le truc le plus longtemps possible. Et après, je me suis dit, s'il y a un changement à faire dans ma vie professionnelle, c'est vraiment ça. Et j'ai découvert The Information Lab, et donc je les ai contactés en leur disant, c'est génial ce que vous faites, j'aimerais bien bosser avec vous. Et maintenant, donc, ça fait 2 ans et demi, et je suis responsable des ventes sur la France. Parce que j'adore ces deux outils. On aura le temps de discuter à la fin. Pour ceux qui chercheraient du boulot, qui sont passionnés par ces outils, on aura le temps de discuter aussi. Et puis, quoi vous dire de plus? Notre métier, c'est de vendre des licences, d'intervenir comme expert. On intervient en mode expertise chez nos clients et on fait de la formation. On est formateurs, on est les seuls en France à avoir des formateurs habilités à délivrer les formations officielles de l'éditeur Tableau. Et pareil pour Alteryx. Donc on forme énormément de personnes. Sur l'île, on a formé, je ne sais plus, 180 personnes à la caisse d'épargne. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Sur l'île, il y a également une belle boîte qui s'appelle Travel Planet. Il y en a qui connaissent Travel Planet? Parmi vous? Ils utilisent Tableau et Alteryx. Et c'est ils ont ubérisé leur métier en utilisant toutes les données. C'est un voyagiste qui vend des voyages pour des entreprises et administrations. Et ils ont
complètement industrialisé et vulgarisé leur métier à faire l'usage de la donnée. Et la caisse d'épargne est en pleine transformation data et utilise nos outils. Et je laisse Jean-Baptiste vous présenter ces outils. Donc moi je suis Jean-Baptiste Vendée, je suis business développeur chez Information Lab France. Donc je suis arrivé dans le milieu de la donnée parce que j'ai travaillé pendant plus de 2 ans chez JCDecaux en tant que chargé d'études géomarketing. Et on a eu une transformation effectivement des outils, parce que j'utilisais plein d'outils, Access, Excel, R, et un système d'information géographique. Et bah, ça ne nous convenait plus parce qu'on perdait énormément de temps pour les études. Et on a découvert Alteryx. Par la suite, on a mis en place Tableau pour le reporting commerciaux, pour que les commerciaux directement en clientèle construisent les réseaux publicitaires avec les clients. Et donc je suis tombé amoureux d'Alteryx. Et j'ai voulu plus en apprendre et pouvoir former sur... Ouais, je peux faire ça. Alors, on file la métaphore de l'amour, mais c'est... Oui, c'est totalement ça. Et donc, de la géographie m'a conduit justement à travailler avec Alteryx et automatiser tout mon processus. Et par la suite, j'ai découvert Tableau. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est surtout une vue générale de ce qu'est Alteryx. Je vais faire une petite démo et on va faire une démo transverse, c'est-à-dire qu'on va préparer la donnée. J'ai des données qui ne sont pas foncièrement propres, unifiées, et par la suite on va justement créer un reporting sous Tableau. Donc je vais présenter surtout une complémentarité des outils, du fait que Alteryx c'est la partie préparation et la partie Tableau c'est la partie visualisation de données et exploration visuelle. Donc pour aller dans le fond de l'affaire, donc Alteryx se présente selon cette interface, donc c'est une interface graphique utilisateur et ça va être que des éléments de glisser-déposer. Je pense j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui connaissaient Tableau. Tableau c'est aussi un univers de glisser-déposer. Et donc, ce qu'on a à l'écran, en fait, c'est des ensembles d'outils qui vont permettre de faire différentes étapes. Par exemple, sous Excel, vous ouvrez un fichier Excel et vous commencez à pivoter les données, à faire des fonctions, etc. Chaque boîte que vous voyez à l'écran, ces outils-là, c'est une étape dans votre préparation de données. Donc, ce que je vais utiliser ce soir, c'est... J'ai un ensemble de données, donc de vente dans mon cas présent, et j'ai donc des fichiers qui sont déstructurés. J'ai par exemple, là, dans mon cas présent, des ventes pour la première région et un fichier de vente pour la seconde région. Ce que je vais faire, c'est que je vais unifier ça. Le seul souci, c'est que j'ai différents CSV pour ma région Sales Area, donc 1. Donc premièrement, je vais glisser et déposer mon fichier. Et là, donc, rapidement, j'ai les champs qui sont disponibles dans mon fichier. Donc avec la ligne produit, le magasin, les ventes et la semaine en lien avec ce fichier. Donc, ce qui m'embête, c'est que là, je me restreins juste sur un magasin de la région. Donc, je vais importer tous les fichiers d'un coup. Donc, ce que je peux faire, c'est remplacer tout ce nom de fichier pour mettre étoile et importer directement tous mes données dans justement le workflow. Donc, en lisant en fait les données, donc là, je suis passé d'un petit millier de lignes à 27 064 enregistrements puisque j'ai lu directement ces 5 fichiers. Donc il nous manque juste l'information d'où ça provient, cette donnée. Donc ce que je vais ajouter aussi, c'est le fait qu'il y ait un nom de fichier. Donc je vais l'ajouter. Et donc là, à partir de là, j'aurai un nouveau champ juste avec le nom de fichier. Comme ça, je pourrais l'utiliser par la suite. Donc là, il y a 4, 5, 6 digits. Donc je peux récupérer, juste faire une fonction. Et donc par exemple, lui dire, ça c'est ma région. Donc créer une formule. Donc c'est le droit. Donc de mon file name. Avec une longueur de 6 caractères, 6 digits. Hop, je découpe
Et donc ça m'a créé un nouveau champ directement avec la région. Donc vu que j'ai un deuxième fichier, je peux faire la même chose, mais ça c'est pour justement la sales area.xls. Donc là je glisse, je dépose. Donc là vous voyez c'est que je peux utiliser plusieurs types de sources de données. Et dans Alteryx, donc là j'ai utilisé un CSV, un Excel, mais on pourrait aussi lire des bases de données, des Access, mais aussi des grosses bases de données, du Teradata, de l'Exasol, du Snowflake. Donc on pourrait partir sur des technologies plus grosses, plus hybrides, et ça marcherait toujours. Donc là, le souci c'est quand on est dans un tableau croisé dynamique, des fois nos données elles ne sont pas propres et mon champ, donc semaine, ici, vous voyez, j'ai une première ligne à 1, tout nul, et puis après j'ai une ligne avec 14. Donc le souci c'est que je voudrais mettre ça, toutes ces lignes qui suivent le 1, appartient à la semaine 1. Donc il faudra répliquer à chaque fois ce 1. Donc pour ça, il faut travailler sur plusieurs lignes, et parce que sous Excel, ce que vous faites, c'est juste vous glissez, vous prenez la première cellule et vous glissez. Mais des fois, vous pouvez justement écraser une cellule, justement ce 14. Donc il faut le faire proprement, et il faut amener une certaine logique. Donc travailler sur plusieurs lignes. Donc là, ce que je vais faire, c'est justement mettre à jour ce champ, et lui dire, donc si c'est vide, donc je vais mettre plutôt si c'est nul, alors je prends la ligne au-dessus, sinon je garde justement cette valeur actuelle de la ligne. Donc en faisant ça, je vais directement travailler sur la ligne et donc remplir directement justement mes lignes qui étaient à nul. À nul auparavant, je vais les remplacer avec la bonne valeur directement. Donc je ne vais pas reconstruire tout le workflow, c'était juste une petite introduction pour juste vous montrer comment fonctionnait justement les aimants de glisser-déposer. Ce qui est important à savoir, l'élément différenciant d'Alterix dans le sens, et donc là c'est ce que j'ai repris comme exemple de présentation, c'est ce qu'on fait en formation découverte. Donc c'est une demi-journée où justement on présente l'outil et c'est des exercices pratiques. Donc on fait des formations découvertes à Paris, mais aussi en province. Et on en a fait déjà 2 à Lille. Merci Guillaume. Donc là, je vais vous présenter le petit workflow qu'on construit justement durant cette formation découverte. Et ce qui est intéressant à voir quand on zoome sur les parties des workflows, c'est que chaque étape est référencée, chaque étape est documentée. Le grand souci, c'est que, par exemple, les utilisateurs qui n'ont pas des connaissances en programmation, mais plutôt qui vont utiliser Excel et Access, dans Excel et Access, il est complexe de documenter. Il est très complexe de documenter, et donc si par exemple d'un jour à l'autre l'utilisateur part de l'entreprise et il n'y a pas de documentation, son process va être vide de sens et on ne pourra pas suivre quel est le bon processus pour nettoyer la donnée. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai rassemblé les données et j'ai par la suite documenté pour rassembler tant les volumes de vente, les informations liées donc aux lignes produits, le fait qu'il y a le prix unitaire, le prix, le coût unitaire, et par la suite ce que j'en ai déduit. Donc si je lance ce workflow, qui est un petit workflow, qui dure 2,5 secondes, comme vous voyez, eh bien j'obtiens donc une donnée qui est nettoyée, et tout le process a été documenté. Donc là, on a tous les champs disponibles, et ces champs peuvent être utilisés dans une visualisation, donc dans Tableau. Donc
à l'issue de ce workflow, je peux justement créer donc un rapport. Et donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir justement Tableau directement pour justement jouer avec ma donnée qui a été créée dans Alteryx. Donc, je vais me connecter aux données. Je vais aller chercher donc mon fichier qui a été créé sous Alteryx. Et par la suite, donc ces champs qui vont être disponibles, je vais pouvoir, par exemple, là, j'ai les coordonnées des magasins. Donc, hop, double-cliquer, ajouter par exemple le magasin, ajouter par exemple le nom du magasin et voir comment est distribué par exemple mon chiffre d'affaires. Donc on voit que la région nord est plus forte que la région sud. D'ailleurs on peut justement faire un filtre. Ouais. Ça, je ne comprends pas comment tu peux donner exactement parce que tu mets les attributs au même niveau et ils ont une signification qui sont différentes sur la carte. Donc, alors, tu vois, là, les magasins, en fait, ça a permis de découper, vu que j'avais des latitudes et des longitudes de mes magasins. Ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait une moyenne. Ces moyennes, en fait, si tu fais juste une moyenne de latitude et une moyenne de longitude, il va faire la moyenne de tous les magasins. Donc ce qu'il faut pour découper, pour retrouver la position exacte du magasin, il faut que tu ajoutes un élément de découpage. Donc ça, ici, c'est l'élément de détail pour référencer l'emplacement des magasins. Le site name, c'est juste pour voir que si je glisse ma souris dessus, j'ai bien l'information aussi du nom du magasin. Et justement, j'ai déposé un champ quantitatif pour faire une carte en cercle proportionnel. Donc pour voir qu'il y a justement ces cercles qui évoluent en fonction du chiffre d'affaires. On pourra faire une session questions-réponses par la suite, de toute façon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement construit une cartographie et je peux, donc Tableau n'est pas uniquement basé sur la carto, bien entendu. Donc on peut représenter visuellement la donnée. Donc par exemple, là, je peux présenter le taux de rentabilité qui est juste un calcul que je peux créer. Donc là, c'est la somme du profit divisé par la somme du revenu. Donc là, c'est le taux de rentabilité. Donc là, si je glisse et je dépose, et par la suite, j'ajoute effectivement cette information de région, j'aurai justement les taux de rentabilité par magasin. Et donc, je pourrais ajouter par exemple l'étiquette pour avoir ce taux de rentabilité. Là, je vois qu'il y a un problème de formatage directement. Donc, ce que je peux faire, c'est changer le format. Donc, à voir justement que le magasin 01 est celui qui a le meilleur taux de rentabilité. On peut ajouter le site name justement pour voir quel est ce nom de magasin. Et quand on étudie justement la position d'un magasin par rapport à l'autre, il y a aussi on veut voir aussi les relations entre, par exemple, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc c'est créer une visualisation que vous connaissez tous, qui est le nuage de points. Donc, si je veux étudier par exemple la somme du profit par rapport au revenu, et en fonction des SKU, je verrai la dispersion entre ces éléments. Donc par exemple, je peux pivoter et on voit effectivement qu'il y a une surconcentration et des extrêmes qui sont liés à ces lignes de produits. Donc je pourrais creuser un peu plus, par exemple, lui dire en fonction de la région, voir quelle est plutôt la région où il y a ces extrêmes. Donc là, je vois que c'est la deuxième région. Donc là, ce que je fais comme pratique, c'est juste de l'exploration visuelle. Par la suite, on pourra aller vers justement du reporting, c'est-à-dire une consolidation de mes axes d'analyse. Et ce que j'ai remonté également, c'est la vision temporelle. Donc voir, par exemple,
par mois, par exemple, l'augmentation du revenu. Donc là, je vois qu'il y a une grosse montée. Donc potentiellement, je pourrais revenir sur Alteryx pour renettoyer mes données. Peut-être que ces extrêmes peuvent être distincts. Donc là, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas que je vais revenir sur Alteryx pour nettoyer. Là, ce que je vais faire, c'est pouvoir créer un rapport, donc consolider une vision. Donc par exemple, là, je peux glisser et déposer ma cartographie, mettre mon taux de rentabilité et ma ventilation, soit des cas d'éléments. Et je pourrais, par exemple, choisir cette carte pour filtrer. Et quand je filtrerai justement ce magasin, j'aurai effectivement son taux de rentabilité, mais aussi sa dispersion par SKU. Donc là, j'ai fait vraiment une présentation des deux outils qui étaient complémentaires. Je vous invite, alors si vous avez des questions dès maintenant, je peux en répondre rapidement. Sinon, je vais laisser la main à Arthur qui va prendre des cas d'utilisation à la case départ de ces deux outils. Ouais. Une question par rapport au reporting. Du coup, c'est sous quelle forme? Si les personnes sont directement sur le tableau ou c'est Alors donc tableau, il peut être partagé justement. Donc là, ce que je fais, c'est que je construis mes visualisations sur un client lourd, mais tu pourras partager effectivement ton information via un serveur. Donc et les clients, les utilisateurs finaux passeront par un navigateur de recherche. Et pour consommer cette visualisation, par exemple sur tablette, sur mobile ou directement sur leur PC via Chrome, Explorer ou Mozilla ou que sais-je comme navigateur de recherche. Par contre, ce workflow, est-ce qu'il est possible de le déporter sur le pool? Ça veut dire cet ensemble de tâches, tu vas peut-être pouvoir le répéter régulièrement, etc. Est-ce que tu as moyen de batcher ça sur les serveurs? Tu as des systèmes qui gèrent. Exactement. En fait, tu vas pouvoir déporter. Donc là, c'est mon designer, effectivement. Donc ça, c'est mon workflow que j'ai construit. Ça, tu pourras l'automatiser. Par exemple, on imagine, au lieu que ce soit des fichiers plats, tu as des bases de données et tu veux travailler au jour le jour. Et donc, il y a des produits, donc corollaires à designer, pour automatiser la tâche. Donc ça, je pourrais t'en parler un peu. Et tu vas pas en parler en plus parce que tu as un cas. Ouais. Et sur le partage de workflow, ce workflow, c'est donc un fichier à la fin. C'est pas une sorte de workflow qui serait partageable en temps réel par plusieurs utilisateurs. Et Arthur vous donnera un exemple aussi, je pense. Bah ouais, on va pouvoir en parler. Et je pense que ça va être assez complémentaire au niveau des infos avec ce que je vous présenter là-dessus. Ouais. Les tableaux sont sortis tableau prep pour préparer les données. C'est quoi la différence entre tableau prep et Alteryx? Alors rapidement, cet outil que j'ai fait, ce multi-row, travailler sur des lignes, ça tu peux pas le faire sur prep. Cet outil qui est le multi-field formula, c'est-à-dire appliquer un même calcul sur plusieurs colonnes, tu peux pas le faire sur tableau. Le fait que je puisse déplacer cette box comme ceci, ça sera figé dans Tableau Prep. Tu ne pourras pas le faire aussi aisément que Alteryx. C'est peut-être un petit élément pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, quel est l'intérêt de Tableau? Quel est l'intérêt de Tableau? Là, dans le cas présent, c'est... Ah oui. Alors, voilà. Pour Tableau Prep, en fait, c'est plus des petits... en fait, c'est pas vraiment des bases, des grosses volumétries de données, premièrement. C'est des fichiers qui sont pas propres, mais pas aussi mal propres que j'avais. En fait. C'est des cas entre les deux. C'est des gens qui n'ont pas Alteryx aussi. Et qui voilà. doivent quand même pas le même coût. C'est pas le même coût, exactement. Non, c'est pas le même coût. Faut une licence au lieu de deux, ça aide un peu. C'est ça, exactement. C'est pas le même coût. Ah oui, c'est inclus dans la licence Tableau. Exactement. D'accord. Voilà. Même Guillaume pourra. Bah, tu veux. Compléter, en fait, dans la stratégie de Tableau, ils ne veulent pas positionner Tableau Prep comme un ETL, même s'il était service, parce que c'est pas leur métier, et il y a des outils qui font très bien ça. Mais pour tout à chacun qui a une licence Tableau desktop, pouvoir déjà un petit peu préparer sa donnée sur des cas d'utilisation
c'est très intuitif, c'est très facile. C'est en plus avec le prix de la licence desktop, donc c'est offert. À destination d'utilisateurs plutôt pas trop connaisseurs, pas des spécialistes de la data, plutôt quelqu'un qui le contrôle de gestion, qui lise un peu Tableau et puis il a ses fichiers un peu pourris, il faut qu'il recroise un peu ça. Bon, bah, avec Tableau Prep, il peut le faire. On ne va pas remplacer avec Tableau Prep une utilisation ETL, que ce soit un ETL classique ou un ETL self-service comme Alteryx. Je vais te laisser la main, Arthur, pour que tu le présentes, et après on complétera. Hein. On aura d'autres. Ouais. Directement, je vais brancher ici. Oups. Alors, avant de commencer et de rentrer directement dans le vif du sujet, je vais faire un petit laïus sur la caisse d'épargne, où on en est, comment on est arrivé là à être sur Alteryx et sur Tableau. On s'est lancé là-dessus il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et on était donc avec une entreprise qui a une grosse culture de business objects, de Access un petit peu, de Excel, du bon vieux reporting de plusieurs centaines de pages sur papier, des bons gros PDF qu'on s'envoie par mail. Et on a eu la chance d'avoir un mandataire qui a été sponsor de changer cette culture de la donnée et de passer sur des nouveaux outils. Donc on a pu se lancer, essayer Alteryx et Tableau, et au final on est resté là-dedans. Alors on n'a pas essayé que cela au début, on a essayé d'autres solutions pour comparer un petit peu, mais on a trouvé que c'est ce qui nous correspondait le mieux. Donc là je vais vous présenter un premier cas d'usage sur Alteryx. Donc ça c'est un workflow que j'ai conçu. En fait on a un suivi qui a été mis en place l'année dernière qui s'appelle suivi des repères métiers. C'est-à-dire que pour chacun de nos commerciaux, il y a à peu près 2200 et quelques commerciaux, on veut leur donner un niveau, entre guillemets, de se dire, tiens, est-ce qu'ils sont aux attendus du métier? Si tous les commerciaux atteignent leurs objectifs, l'objectif caisse global sera atteint. Faire ça, ça fait, bon, c'est pas, entre guillemets, ça va pas être non plus des volumes de milliards et de milliards de lignes, sauf qu'on arrive vite à avoir des tonnes et des tonnes de lignes, parce qu'une ouverture de livret A, c'est un mouvement, un flux créditeur, quand vous venez déposer des sous sur votre livret A ou sur votre compte courant, etc., ça va être un mouvement. On a des collaborateurs qui bougent beaucoup. Je sais pas dans quelle banque vous êtes, mais je suppose que vous avez tous dû voir que vous ne reconnaissez pas forcément votre conseiller à chaque fois que vous y allez. Ça, c'est la réalité de notre terrain, c'est la réalité de ce qu'on a, et donc on a été confronté à ce problème. Sauf que faire ça avec du Excel, avec du BO, c'est inenvisageable. Faire ça en SQL pur, c'est inenvisageable aussi. On a plein de sources différentes, des gens qui doivent, les RH qui doivent nous charger des bases de données, etc. Et on est souvent confronté à des corrections parce qu'il y a eu un plantage informatique tel jour et donc il faut remettre les chiffres que le commercial a fait là-dessus. Donc là, en fait, je vais vous présenter les workflows sans rentrer trop dans le détail. Donc je vais zoomer un petit peu. En gros, je vais pas pouvoir les lancer par contre, parce que vu que c'est sur notre système d'information et que je suis en hors réseau, j'y ai pas accès. Mais là, en gros, je vais chercher toutes les données de la base, de notre base RH, et je vais préparer les données. Donc ça, Jean-Baptiste l'a évoqué, ça sert vraiment à préparer les données, c'est-à-dire que dans la base RH, j'ai plein d'infos qui ne me servent pas, j'ai aussi plein de trucs qui sont pas franchement propres, et les métiers qui sont d'un point de vue purement RH ne vont pas être les métiers qui vont être suivis. Par exemple, pour, je vais vous dire, le conseiller commercial ou le guichetier d'une agence, d'un point de vue RH, il y a peut-être 4 ou 5 métiers. D'un point de vue, nous, entre guillemets, ce qu'on veut voir affiché pour le collaborateur, il va y avoir un seul et même métier qui va être conseiller commercial. Donc par rapport à tout ça, on a dû transformer notre donnée, la faire évoluer, et on a, en plus de ça, utiliser des trucs tout bête, mais faire des petits mappages par rapport à ce qui est manquant comme données, parce que les personnes sont affectées par exemple à une direction régionale, sauf que nous, la direction régionale, c'est un peu
totalement fictif, c'est pas une agence qu'on peut placer, donc ça devient un petit peu compliqué. Pareil, ça c'est un workflow qui tourne tous les jours. Autant vous dire que si on devait faire ça avec du business object, business object, je sais qu'on peut faire un peu de planification, mais si on doit faire ça après sur Excel, aller retravailler pour aller envoyer à tout le monde, on passerait notre temps à faire ça. Là, c'est quelque chose qui tourne tous les jours, tous les matins, c'est programmé. Si jamais ça venait à pas tourner, il y a des alertes par mail. Dans la conception, je suis allé mettre des alertes à certains endroits. Donc j'ai fait ça de manière très discrète avec des grosses zones rouges qui me permettent de vérifier si tout va bien. Donc par exemple, là je fais un contrôle tout con, c'est de me dire les métiers que je dois suivre, est-ce que je suis bien sûr de tous les avoir dans ma sortie finale. C'est con, mais ça évite des frayeurs parce que quand on a fait un test et qu'on a filtré sur une personne pour essayer en se disant tiens, je veux bien vérifier que tout le process marche et qu'on a oublié d'enlever son filtre et que le soir on part, si jamais ça charge bien les données, le lendemain il n'y a plus qu'un collaborateur qui peut voir son repère, donc c'est un peu gênant. Donc ça c'est une première partie qui me sert à traiter la base, ce qu'on appelle la base RH. Donc après j'ai un autre workflow qui est un petit peu plus léger qui me permet d'extraire ce qu'on a appelé, ce qui chez nous s'appelle les creux, c'est les comptes rendus d'entretien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le conseiller va faire une vente, il va saisir, tiens, j'ai vendu à un tel un livret A et je lui ai ouvert un compte courant au passage. Donc là, c'est un workflow qui fait que du travail sur Oracle. Enfin, je passe tous mes paramètres de requête en automatique et en dynamique et je vais interroger nos bases Oracle en direct tous les matins. Et ça me génère à la fin un fichier dans un format optimisé Alteryx pour pouvoir le retraiter. Et là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est ce workflow-là. Celui-là, en fait, c'est un workflow que j'ai dû faire pour traiter cette base des comptes rendus d'entretien. Parce que dans les comptes rendus d'entretien, il y a à boire et à manger. On va avoir tout ce qu'on veut, mais en même temps, pas forcément... faut qu'on soit sûr de tout avoir dans un premier temps pour pouvoir après se dire, tiens, je vais calculer mes indicateurs. Donc on suit derrière une trentaine d'indicateurs. Et là, en fait, une des forces d'Alterix, c'est aussi qu'on peut dupliquer très vite des traitements. C'est-à-dire que là, celui-là, c'est peut-être le mauvais exemple parce que c'est un qui a dû être fait de manière spéciale. Mais globalement, un traitement pour un indicateur, moi, il fonctionne comme ça. Alors, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas optimal, mais par rapport au temps de traitement et tout notre système d'info, ça marche super bien. Donc là, j'interroge mon fichier que j'ai généré avec le workflow précédent. Et je vais aller faire juste un topage du KPI où j'utilise une formule en disant si c'est tel code produit et le type de vente correspond à une ouverture, ça me met vrai, sinon c'est faux. Donc sur des valeurs booléennes. Après, je vais filtrer en ne prenant que ce qui est vrai, donc ce qui correspond au KPI en question. Je vais donner un nom à ce KPI, donc là c'est juste un nom générique que je donne. Je mets les montants et le nombre en fonction de mes besoins. Et après je vais enlever tous les champs qui ne me servent pas. Alors dans certains cas les calculs des montants et des nombres peuvent varier parce que ça ne va pas être les mêmes règles de gestion en fonction des différents produits. Par contre quand on a 30 produits à faire comme ça, alors là, ce que j'ai fait, c'est que c'est simple, j'ai pris ce petit bloc, j'ai fait copier-coller 37 fois, je l'ai relié sur mon workflow à chaque fois, et derrière, ça a marché de manière fluide. J'avais pas... Après, bon, il fallait à chaque fois aller changer le topage du KPI pour mettre la bonne règle de gestion, mais c'est rien d'usant comparé à des tonnes et des tonnes de formules Excel ou de tableaux différents. Donc après, hop, celui-là je vais le passer, il n'est pas très intéressant. Et après, une fois que j'ai fait ça, la dernière étape du workflow, qui est là, hop. Donc pareil, hein, j'ai aussi mis des contrôles pour vérifier les différents éléments. Et donc là, en dernière étape, je vais générer plein de fichiers, parce que plutôt que de générer un seul fichier, un énorme fichier, ça c'est un problème dont on s'est rendu compte l'année dernière. On avait cette belle tendance à se dire on fait un fichier, on met tous les indicateurs dedans, c'est magnifique, et puis quand on veut piocher dedans, on y va, sauf que on se retrouve vite bloqué avec des workflows qui vont interroger de l'oracle, du fichier, des choses comme ça,
qui mettent 1h30 à tourner, et le jour où il y a un pépin, une modif à faire, et ben, on se retrouve dans la panade parce que on en a pour 1h30 et on ne peut pas vérifier simplement si ça marche. Enfin, il y a des moyens de le faire, mais si on veut vérifier que globalement ça marche, c'est vachement plus compliqué. Là, donc là, je suis juste allé cocher une option ici dans ma sortie de fichier pour lui dire tu me génères un seul fichier où tu me suffixes le nom avec une des variables qui est dans mon jeu de données. Une fois que j'ai fait tout ça, là je passe à la partie qui est un peu plus casse-tête, c'est de se dire j'ai mon fichier avec mes ventes, enfin mes fichiers où j'ai mes différentes ventes, j'ai mes fichiers où j'ai ma base RH, j'ai d'autres fichiers, enfin j'ai encore d'autres fichiers de vente, j'ai mes fichiers d'objectifs par collaborateur. Et tout ça, bah, je le traite en fait dans ce workflow-là, où je vais juste retravailler ma donnée, bien la préparer. Je vais pouvoir mettre des contrôles à chaque fois pour vérifier que tout va bien. Un truc tout con qui est vachement pratique, c'est que là par exemple sur Alteryx, j'ai jonglé pour passer de ligne à colonne et de colonne à ligne avec un seul outil. Donc autant le côté tableau croisé dynamique, passer d'une colonne à plusieurs colonnes sur Excel, ça se fait bien. Par contre, quand on doit faire l'inverse, ça devient vite galère à faire et de temps en temps on se retrouve avec des fichiers qui ne sont pas bien formatés pour le faire. Donc ça c'est un truc qui tourne, qui est en production, qu'on a mis en production début janvier. Et le gros avantage c'est que là-dessus, Jean-Baptiste l'a évoqué tout à l'heure, il y a 0 ligne de code. Parce que effectivement on pourrait faire ça en allant scripter en Python ou en allant faire des scripts en langage de programmation, des informaticiens pourraient le faire. Moi je ne suis pas informaticien de formation, je ne connais pas de langage de programmation, je me débrouille un petit peu pour faire du SQL Oracle. Mais avec ça, j'ai quelque chose qui tourne, j'ai quelque chose qui marche, je suis sûr que mes résultats sont bons. Je peux intégrer des corrections et je peux traiter des fichiers avec des formats qui sont très pourris. Si on regarde un fichier, hop, alors c'est pas celui-là, un fichier qui est tout con mais qui marche pas bien en base de données, c'est le fichier qu'on nous fournit pour les objectifs. Donc ça, on a de la chance, c'est nos grands amis du marketing qui aiment bien être créatifs, faire des jolis fichiers comme ça, avec des cellules fusionnées, des colonnes de partout, et puis ils nous envoient ça, ils nous disent et voilà, ça c'est vos objectifs, il faut les intégrer dans repère métier. Et si on vient gueuler pour dire non, c'est pas propre votre fichier, il nous faut un format base de données, bah, on se fait taper sur les doigts aussi. Donc on a beau essayer de se battre, c'est un peu compliqué. Et donc partir de ça et arriver à un fichier à plat CSV où j'ai mes bons intitulés de colonnes, mes bons trucs, bah ça je l'ai fait sur Alteryx, ça tourne aussi tous les jours. Comme ça, si jamais il m'envoie une nouvelle version du fichier, bah, j'aurai pas de problème, je remplace mon fichier et tout marchera. Donc ça, c'était sur Alteryx, un petit use case qui est en production. Un deuxième que je vais vous présenter très vite, parce que celui-là, moi je le ferai à la fin, ça aura plus de sens. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur le process Alteryx ou sur les possibilités qui sont offertes ou pas? Ouais. Sur les possibilités, est-ce que vous utilisez, parce que sûrement dans la caisse d'épargne. Caisse d'épargne. Ouais, caisse d'épargne, c'est ça. Vous devez faire de la modélisation de risque, etc. Est-ce que vous utilisez ça pour de la préparation de données, de la modélisation? Alors, nous, au niveau du déploiement d'Alteryx, on l'a déployé pour tout le monde. Chaque collaborateur qui le veut, enfin peut-être pas un commercial non plus, mais chaque collaborateur qui le veut, on lui fournit une licence, il l'utilise. Et voilà, on a, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, il y a plus de 180 personnes qui ont été formées, donc nous c'est la Caisse d'épargne Hauts-de-France, ça fait une bonne partie, une partie des effectifs du siège qui travaillent la donnée. Il y a quelques directions qui sont encore un petit peu réfractaires, mais globalement tout le monde est passé sur Alteryx et n'utilise plus que ça. On a fait des trucs de modélisation de risque, donc moi je travaille en tant que chef de projet data, donc j'interviens dans toutes les directions au sein de la caisse.
Et on a fait des trucs de modélisation de risque, on a fait des travaux à la compta, on a fait des travaux avec le market, avec la distribution qui gère le parc d'agences, la sécurité, enfin avec un peu tout le monde en fonction des besoins. Et alors là, nous, on a quelques petits trucs, donc ça je vous montrerai un petit peu après, pas dans Alteryx, mais un truc qui a été fait sous Tableau. On a des collègues qui ont fait des modèles data science ou data science light. Là, c'est du réseau, enfin des réseaux de personnes pour avoir des trucs qui sont un peu plus poussés. On peut aller jusqu'à faire des modèles statistiques dans le logiciel. Alors, pour un puriste qui maîtrise R ou Python, ce sera vachement moins flexible et performant, je pense. Par contre, l'avantage, c'est que ça reste sur la même interface, ça reste sur le même principe, c'est du glisser-déposer, c'est des outils assez simples. Et un puriste peut tout de même aller coder dans le logiciel s'il a envie. Il peut aller coder aussi dans Alteryx en R ou en Python. Ma question, c'était en quel langage? Ouais. Enfin, après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais de tête, c'est ces deux-là. Ouais. En termes de traitement de données, est-ce que c'est un outil qui va permettre de traiter énormément de données ou justement, comme vous disiez, en termes de performance moi, je vais dire que oui, ça peut permettre de traiter des gros volumes. Après, ça dépend ce que vous appelez des gros volumes. Si vous parlez de milliards de lignes, ça va peut-être... Enfin, ça dépend de vos attentes au niveau du temps. C'est comme tout. Je veux dire, ça va être moins performant qu'un traitement distribué. Un traitement distribué si vous avez une plateforme Hadoop Spark ou ce genre de choses. Par contre, ça tourne quand même super bien. Y a les en fait, tout dépend aussi des infrastructures que vous avez derrière. Si vous allez taper sur une base Oracle, c'est la base Oracle qui va prendre la charge de travail. Si vous travaillez en local avec un fichier YXDB, c'est votre poste qui va prendre. Après, nous, au niveau de notre fonctionnement, ou le serveur, d'ailleurs, si vous avez un serveur Alteryx, c'est le serveur qui va prendre la charge. Nous, au niveau de notre fonctionnement, on utilise principalement des fichiers YXDB qui sont un format propriétaire Alteryx et qui sont vachement performants. Pour l'instant, on n'a pas de limite, on n'a pas vu de limite là-dessus, sur vraiment la volumétrie. Plusieurs millions de lignes, ça passe sans aucun problème. Et il y a un format de base de données spécifique, enfin, je ne sais pas si c'est spécifique Alteryx, le format Calgary, qui permet d'aller sur des très gros volumes aussi. De tête, c'est, je crois, entre 300 millions et 1 milliard, quelque chose comme ça. Donc, globalement, ça va. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas senti la limite. On est allé s'amuser sur la table des opérations quotidiennes où, à chaque fois que vous faites un virement sur les comptes, il y a une opération, un chèque qui est remis, il y a une opération. Vous payez un café en allant chez Starbucks, il y a une opération aussi. Donc, quand on traite ça, on a des volumétries qui sont énormes et ça passe sans aucun problème sur Alteryx. Alors c'est une bonne question, je ne sais plus qui l'a posée. Monsieur Madame. Sur la volumétrie, à ma connaissance, depuis que je travaille chez Infolab, je ne connais pas de client qui a réussi à faire tomber Alteryx sur la volumétrie. Ça a vraiment été conçu pour travailler sur des gros volumes parce qu'Alteryx a été créé aux États-Unis par des gens qui voulaient croiser les données géographiques avec des données de recensement, donc avec déjà à la base beaucoup de données. On accompagne nous la Poste, la direction technique de la Poste à Nantes, et notamment donc la Poste a un énorme data lake dans lequel se déversent toutes les données des machines à affranchir. Imaginez toutes les machines à affranchir qu'il y a partout dans l'entreprise, donc le volume de courrier, et donc c'est des gros volumes, parce qu'on parle pour chaque courrier, c'est pas juste une ligne de données, en fait il y a énormément de données qui sont liées à un courrier, d'où il part, où il arrive, par où il a transité, enfin il y a tout son poids, le coût, etc. Et ils attaquent avec Alteryx dans leur data lake où il n'y a aucun problème de performance. Bon, avant qu'on mette Alteryx dans leurs mains, le gars qui travaillait ces données, il mettait 2 jours parce qu'il devait analyser les écarts sur les machines à affranchir. Ce qu'il faisait en 2 jours à la mimine avec des outils bureautiques quasiment, c'est quasiment ça. On l'a créé nous dans Flow en démo en 15 minutes, et puis une fois qu'il a été mis en prod, ça met 30 secondes pour tourner. Le plus gros goulet d'étranglement qu'il puisse y avoir, en fait, c'est le temps réseau. Parce que ça, c'est incompressible et ce sera juste le temps réseau, mais sinon, à part ça, il n'y a pas... Enfin, nous, on n'a pas ressenti de limitation. Et pour rebondir sur ce que disait Guillaume, nous, on avait un process réglementaire qui mettait 5 jours à faire avec
des dizaines d'exports BO, des copier-coller dans Excel, des trucs comme ça. Ça a pris un peu de temps, parce qu'on est débuté sur Alteryx de le passer, mais maintenant ça tourne en 5 minutes à peu près. Donc, les premières... la Poste, quand on a commencé avec la Poste, c'est juste parce qu'en démo, il y avait le responsable de l'équipe maintenance qui était dans la pièce. Et quand il a vu le nombre de jours juste sur 2 exercices, ils avaient donné deux traitements de données à faire, qu'on a fait hyper rapidement. Et il a calculé le nombre de jours hommes économisés sur parce que le gars, il fallait qu'il ait 2 PC, pendant qu'il y en avait un qui tournait, qui ramait, il allait boire un café ou il avait besoin de son 2e PC. Ça a été hyper rapide pour la prise de décision. Sur des gros volumes à Lille, Travel Planet, il se connecte à toutes les compagnies aériennes, toutes les SNCF, etc., pour pouvoir analyser, pour pouvoir vendre des billets. Et donc, il faut voir, enfin, vous voyez bien quand vous faites une recherche sur Kayak ou sur n'importe quoi, ça scanne automatiquement tous les meilleurs prix, toutes les possibilités de voyage. Et là, on attaque des bases de données qui sont énormes sur Amadeus ou l'autre. Et tout ça, ils le font, ils l'ont automatisé avec Alteryx. Ouais. Au niveau des connecteurs, ça prend les bases de données, les fichiers. Pour les API ou les web services, il y a des connecteurs pour les API. On peut se connecter à des API. Il y a un outil qui s'appelle le Download Tool. Alors moi je le maîtrise pas forcément, mais on peut se connecter à des API après avec la possibilité d'avoir la clé de l'API. Enfin, faut tout ce qui va bien pour pouvoir se connecter. Mais c'est tout à fait possible. J'avais fait 2-3 essais, ça marche super bien. Après, il faut juste avoir la connaissance de l'API et comment elle marche et puis la clé qui est utilisable. Deuxième question, pour ordonnancer le lancement des workflows, comment ça se passe? C'est dans Alteryx ou alors, un ordonnanceur derrière? Nous, on utilise le serveur Alteryx. Donc le serveur Alteryx, on peut planifier une programmation en lui disant, voilà, tous les matins à 8h, tu me lances tel workflow. Et nous, ce qu'on a, il y a en fait, Alteryx, il y a quand même une force qui est assez, que moi je trouvais qui est assez majeure, c'est qu'il y a une grosse communauté derrière. Et les gens peuvent développer des macros. Les macros, c'est juste des outils Alteryx, donc ça va être un outil pareil sur lequel on fait du drag and drop, mais qui est développé par d'autres utilisateurs. Ça permet d'avoir plein d'outils à dispo. Donc des fois, il y a certains outils même dans le logiciel qui sont en fait des macros. Donc voilà. Et nous, on utilise de temps en temps un pack de macros qui permet de lancer de manière séquentielle. Donc là, c'est ce qui me permet de faire ce traitement-là, en fait, ça me le lance de manière séquentielle. Si le premier workflow réussit, ça me lance le deuxième, etc., etc. Et à la fin, ça me scrape tous mes logs des workflows, enfin c'est des logs Alteryx, pour me dire combien de lignes ont été écrites, ce genre de choses. Donc oui, on peut bien séquencer ces opérations, et bien on n'est pas obligé... Après, j'aurais pu faire un maxi workflow qui faisait tout. C'est juste que je préfère le décomposer, parce que c'est pas moi qui vais assurer l'entretien, c'est des collègues, et que si jamais eux ils sont perdus, qu'ils se rendent compte qu'il y a une donnée qui est fausse, j'ai pas envie qu'ils aient 3 heures d'attente pour pouvoir vérifier le truc. Donc c'est pas uniquement sur le serveur Alteryx, on peut le lancer avec un autre ordonnanceur? Ça je sais pas, faudrait plus demander à Guillaume ou Jean-Baptiste là-dessus. Je sais qu'il y a la possibilité d'avoir une version qui peut lancer via Alteryx directement des programmations, mais après je sais pas exactement pour ça. Oui. Est-ce qu'on a aussi la possibilité d'avoir une analyse qualité? Par exemple, si on redresse les données à la base, est-ce que ça fournit déjà des champs qui sont vides, des données qui sont... Il y a des outils, alors en fait, un des outils... est-ce que celui-là, je peux le lancer? Je ne sais pas. Je vais essayer. Ça risque de prendre des plombs. En fait, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. C'est-à-dire que et l'outil le plus basique qui va permettre de le faire, c'est juste des petites jumelles qu'on met à la suite d'un outil. Et en fait, il va y avoir un code couleur tout bête qui va dire gris, c'est vide. Jaune-orange, c'est des valeurs nulles. Vert, c'est bon. Et rouge, ça veut dire que par exemple sur des champs texte, il y a des espaces avant ou après, enfin des espaces insécables, ce genre de choses. Donc on peut très rapidement analyser la qualité de son jeu de données. Ça évite les espaces après sur des codes produits ou des choses comme ça évite de ne pas les voir et de les rater. Pareil, on peut les enlever hyper facilement. Enfin, ça va être, il y a un outil qui permet d'enlever toutes ces scories qu'on a souvent dans les jeux de données.
Au niveau de l'analyse même des jeux de données, c'est hyper rapide. Alors après, il y a des outils qui permettent de faire des calculs de moyenne, de trucs comme ça, qui donnent le nombre de valeurs nulles. Enfin, il y a plein de possibilités pour le faire. Là-dessus, c'est vraiment... puis ça dépend aussi de votre créativité, je vais dire, à dire, tiens, je vais construire un workflow qui va me permettre de regarder la qualité globale d'un fichier. Mais il faut construire un workflow. Il n'y a pas la possibilité d'avoir une partie qui nous donne déjà les éléments de base. Ah bah si, là j'essaie de vous faire tourner celui-là. Mais en fait, là par exemple, à cet endroit-là, en fait, j'aurai le nombre de valeurs nulles. Je clique sur les colonnes, je vais avoir le nombre de valeurs nulles qu'il y a dans la colonne, le nombre de valeurs qui sont dites OK, donc bien remplies, le nombre sur lesquels il y a des espaces à l'avant, à l'arrière, et le nombre qui sont juste vides directement. En fait, si vous avez un fichier, vous mettez votre fichier, vous mettez juste ce qui s'appelle un browse dans AlterX, vous mettez ça, et puis après vous regardez juste les colonnes une à une pour voir un petit peu ce qu'il y a, ça va super vite. D'autres questions? Ok, alors, petit cas d'usage sur Tableau. Alors, là je vais vous présenter un cas d'usage donc, qui va être sur un outil Tableau qu'on a construit qui est à la fois pour le top management et pour le commercial. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais je pense que tout le monde a dû plus ou moins avoir le cas une fois. Vous avez tous peut-être, enfin, j'espère, je vous le souhaite, eu une remise une fois par votre agence bancaire parce que vous avez râlé, parce que vous avez facturé un truc, des fois pas à juste titre, ou voilà, ce genre de choses. Sauf que vous vous doutez bien que nous, quand on regarde la rentabilité, les remises, ça a un coût, et on aime bien l'idée de les suivre. Le but de l'outil, alors, vous attardez pas sur les chiffres, on a tout multiplié par des valeurs aléatoires, donc je connais pas les vraies valeurs qu'il y a derrière, enfin je les ai pas en tête en tout cas, donc c'est pas forcément, ça reflète pas forcément la réalité. Si vous voyez des chiffres aberrants, c'est normal, c'est fait exprès. En gros, là l'outil c'était de dire on veut fournir aux collaborateurs, enfin à la fois au top management, la possibilité de suivre l'enveloppe de remise globale en se disant s'il fixe un objectif de 3% de remise, enfin pas plus de 3% de remise, bah, globalement qu'on respecte cette enveloppe. Parce que avec le système qu'on a, c'est difficile de bloquer la remise, enfin vraiment bloquer, empêcher la remise une fois qu'une enveloppe est atteinte. Donc on le suit. Après, pareil, même d'un point de vue commercial, de temps en temps, peut-être qu'ils vont dépasser l'enveloppe, mais ce sera nécessaire. Et l'idée, c'était de fournir un outil qui permet donc à la fois à nos dirigeants de voir comment ça se comporte, de pouvoir analyser les différences de comportement des commerciaux au sein des différentes régions commerciales et de voir comment ça évolue. Donc là, on peut voir à la fois la vision montant et taux de remise. Donc tout est dynamique. Il y a, pour l'utilisateur final, ça c'est publié sur un serveur qui est accessible à distance, enfin, donc, bon, avec notre VPN, etc. Mais c'est sur notre serveur Tableau. C'est accessible à distance, les gens peuvent le voir, ils peuvent l'utiliser dans le cadre d'un entretien, ils peuvent vraiment l'utiliser de manière fine. Ça permet d'analyser de manière assez dynamique et ça permet de jouer avec différents visuels. Donc là, par exemple, on a trois possibilités, c'est juste de voir à la fois le top 20 des remises, donc les 20 plus grosses remises. Donc là, particulièrement, ne vous attardez pas sur les chiffres, je ne pense pas qu'il y ait de remise de 5 000 €, ce serait un petit peu gros. Mais voilà, donc là, on a ce genre de choses, ça nous permet en fait de directement de voir, ça c'est pour le top management, de voir où ça en est. Et puis derrière, on se dit, tiens, moi je veux voir, je suis directeur d'une région commerciale, je veux voir comment ça se comporte sur ma région commerciale. Toujours là, ben, on va pouvoir voir à peu près la même chose, mais on va avoir cette carte déjà. Cette carte, elle va nous donner une info qui est peut-être toute bête, mais en fonction de plus c'est rouge foncé, plus le taux de remise est important. Alors vous voyez peut-être pas bien les écarts de rouge depuis n'importe où dans la salle, mais en tout cas ça se voit normalement bien.
pareil, là les visuels sont optimisés pour nos écrans qu'on a, pas pour être projetés sur des rétros, donc ça rend un petit peu moins bien. Et derrière, on va pouvoir donc aller creuser et aller voir, donc pareil, sur le même principe, sur l'enveloppe de remise, de se dire tiens, sur la région de Béthune-Saint-Omer, il y a un montant qui serait de autant, à partir de quand est-ce qu'ils ont dépassé leur enveloppe de remise, est-ce qu'on peut voir des pics, ce genre de choses. Pareil, il y a le petit tableau en bas qui permet, alors là on ne le voit pas avec des histoires de résolution, donc ça c'est d'ailleurs un truc, alors il n'y a pas de responsive design pur et dur, donc c'est beaucoup de bidouilles, donc dès qu'on sort du format de son de format d'écran qui va bien, on transpire un peu, on n'est pas à l'aise avec le support, mais bon, on s'y fait aussi. Donc ça permet de faire ce genre de choses, et on a poussé le sujet pour aller jusqu'à la vision par agence. Alors, est-ce que... Ouais. Mais est-ce que tu es quand même en capacité de générer plusieurs types de tableaux selon tes périphériques de sortie? Typiquement, oui. Un écran à l'accueil de caisse d'épargne avec vis-à-vis de la tablette d'un truc. Ouais. On peut choisir des différents formats. Un format tablette, un format smartphone, un format ordinateur classique. Donc on peut quand même, même s'il n'y a pas de vrai responsive design intégré, alors ils travaillent dessus, on n'est pas non plus paralysé et on ne va pas avoir ça sur un écran de téléphone portable. Ce que je voulais poser comme question, c'était est-ce que ça veut dire que tu dois choisir dès le début de ton projet de visualisation l'interface de sortie, ou tu peux dire le projet que je suis en train de concevoir, il va sortir sur 2 périphériques? Ouais, on peut choisir 2 périphériques. Donc, par exemple, sur ce truc-là, en fait, j'aurais pu dire, enfin nous, vu qu'on ne le déploie pas en mobilité, on n'a pas ce problème-là, mais on pourrait dire le logiciel, quand on va se connecter, va repérer que c'est sur une tablette ou un smartphone, et en fonction de ça, derrière, il va adapter et mettre la présentation au smartphone, par exemple. En fait, ça va juste dupliquer, on va dire, virtuellement mes visualisations, et puis j'ai juste moi à l'organiser une fois pour la vise smartphone, une fois pour la vise... Non, on est loin là-dessus. C'est pour ça qu'il faut suivre les limitées de version, parce qu'il y a des nouveautés énormes. On aimerait bien. On t'enverra parler à notre DSI et tout pour faire ça. Ouais. Et par exemple, sur une tablette, ça va juste être les graphiques qui vont être positionnés différemment, ou alors au niveau ergonomique, il y a des boutons plus type utilisation tablette, smartphone qui vont apparaître pour les menus déroulants, etc. C'est optimisé pour smartphone, enfin smartphone ou tablette, c'est pas juste pour faire joli en disant on le met en format, il nous met un faux écran pour que ça corresponde. En fait, les menus déroulants, ça par exemple, ça va changer un petit peu pour avoir une forme adaptée au smartphone, quoi. C'est pas non plus du bricolage, quoi. Enfin, c'est pas du bricolage. Sur les stores, vous avez une application Tableau Mobile, c'est gratuite à installer, et le logiciel est justement optimisé pour que l'affichage sur Tableau Mobile soit optimisé, qu'on puisse bien dérouler les images dans le bon sens. Il propose de facto ce qui nous semble aussi logique comme affichage, en fonction des graphiques et des pics. On avait fait un essai de mettre un tableau de bord en tableau mobile. C'était un truc avec plein de cartes, je vais le présenter vite fait après. Et ça marchait super bien. Enfin, c'était vraiment tout simple. Passer d'une vision PC à une vision mobile, ça m'a pris 10 minutes à tout casser. Et c'était hyper fonctionnel et hyper bien, avec des fois des graphiques qui apparaissaient en fonction de mes besoins. Enfin, voilà, c'était assez neutre. Alors, hop. Et dernier petit point, alors là c'était là c'est aussi pour montrer qu'avec Alteryx et Tableau on peut travailler vraiment les données géographiques et géospatiales de manière assez simple. Donc moi je suis pas du tout issu de la géographie.
Donc j'ai pas de connaissances spéciales sur les guzzlers, les choses comme ça, les couches de cartes, comment gérer les cartes, les polygones, enfin voilà, mais j'ai vite pu utiliser ce genre d'outils quand même. Donc en fait je suis parti, on a eu un nouveau président de directoire suite à la fusion, et notre nouveau président il a eu une demande qui est très bête et en même temps pas tant que ça. C'est de se dire, tiens, moi j'aimerais bien savoir pour chaque agence quelle est la SLE, donc c'est Société Locale d'Épargne, enfin, pour les gens qui veulent être sociétaires, quelle est la SLE qui est rattachée, quel est le périmètre de la SLE d'un point de vue géographique, quel est le périmètre commercial de l'agence et de la région et éventuellement des centres d'affaires, enfin voilà, faire un truc qui allie tout ça. Et donc quand ils demandent ça, donc là on a notre équipe qui sont des experts de GeoConcept qui en fait n'ont pas trop voulu le faire parce que ça devait être très chiant à faire sur GeoConcept. Je connais pas du tout le logiciel, mais bon, apparemment ça ne devait pas les brancher plus que ça. Et on a réussi à faire en une journée en fait ce travail de dire on allait chercher les données INSEE sur les iris pour avoir la cartographie des iris. On est allé chercher à faire des calculs qui peuvent paraître assez cons, mais au final sur des données géographiques c'est bien de pouvoir les faire. De se dire tiens quel est l'iris le plus proche de l'agence. Donc j'ai géolocalisé mes agences et je suis allé attacher chaque iris à l'agence qui était la plus proche. Après on a pris les cartes des SLE et donc j'ai ce workflow là qui me permet de faire tous ces traitements là, de trouver les plus proches, de regarder comment les zones se recoupent pour au final tout mettre sous tableau et avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc avec, alors on n'était pas forcément pour proposer cette vision-là, mais vu que notre président voulait, on a fait. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas ça très lisible de superposer les SLE, les centres d'affaires et les régions commerciales. Mais bon, voilà ce que ça donne. Et donc derrière, en fait, on peut naviguer assez simplement et regarder les centres d'affaires, quelles sont les agences qui sont dans la région en dessous. Et quand on clique sur une agence, hop, on va voir en fait en dessous. Alors c'est juste les mêmes cartes qui sont superposées, enfin découpées différemment ou ce genre de choses. Mais ça lui a permis en fait en très peu de temps de prendre connaissance de notre territoire, de voir comment étaient découpées nos régions commerciales, nos SLE, etc. Et lui d'avoir une belle vision. Et ça lui permet aussi de se dire tiens quand je vais dans une agence, je peux voir quelles sont les autres agences qui sont proches pour faire d'une pierre deux coups. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de petits projets sur lesquels en tout cas j'ai travaillé. Oui. Vous avez une gestion des droits? Alors oui, alors il y a une gestion des droits sur tableau de base, c'est-à-dire que nous on a configuré les choses de telle sorte que quand je publie quelque chose, il n'y a que les membres de mon département ou éventuellement de ma direction qui peuvent le voir. Et après je peux aller mettre des droits en fonction de mes besoins. Donc soit tu me dis c'est un truc qui n'est pas du tout confidentiel et tout le monde y a accès. Soit je dis tiens je veux qu'il y ait la direction du contentieux qui ait accès en plus de nous parce que ça les concerne. Et on a là par exemple le premier workflow que j'ai présenté sous Alteryx, c'est aussi mis sous tableau derrière. Là vu que c'est des suivis individuels, on a le collaborateur concerné qui a accès à ça et son ou ses managers. Ces différents managers, enfin jusqu'au niveau directeur de région, donc par exemple pour une personne qui est commerciale, va y avoir son directeur d'agence, son directeur de région adjoint et son directeur de région qui vont pouvoir voir ces chiffres. Ça veut dire qu'en termes de finesse, quand tu faisais donc les ristournes, la partie ristourne, un utilisateur, un banquier pouvait voir uniquement les stats qui le concernent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une représentation, il y a une gestion des droits en interne. C'est pas juste l'accès aux documents. Alors, d'une part, il y a l'accès aux documents. Donc ça, c'est le truc global assez basique. Et après, on peut, en plus de ça, mettre une vision unique par utilisateur. Et après, il faut bien penser son truc. On met un menu déroulant pour le manager qui a 15 personnes, qui voit bien les 15 personnes. Enfin, qui puisse sélectionner les personnes à voir ou tout en même temps éventuellement si ça l'intéresse. Mais oui, c'est possible. Ça évite, ça évite de se poser beaucoup de questions parce que c'est pas forcément bien vu de mettre à l'affiche entre guillemets tout le monde. Donc, on est vraiment serein là-dessus, quoi.
pas du fichier Excel. Alors après, ça n'empêche pas les gens qui vont faire des captures d'écran, des choses comme ça, mais ça, c'est inévitable. Oui. Tableau vient souvent en remplacement d'un reporting existant. Ouais. C'est que les personnes aiment bien leur tableau. Et comment vous avez réussi à changer la structure pour les graphiques et pas les gros tableaux, Alors, là, c'est long et pénible. Très long et pénible. J'ai passé à peu près 1 an à aller. Donc on a, en fait, nous, au niveau du déploiement des logiciels, en fait, on a un département qui est le département data et études auquel j'appartiens. On est 3 et on s'occupe du déploiement des outils pour échanger avec toutes les autres composantes de l'entreprise. Donc on a fait des clubs data où on invitait les utilisateurs ou même les gens qui étaient juste curieux à venir participer où on leur montrait des choses sur tableau. Alors des fois c'était plus un format un peu conférence, des fois c'était des formats ateliers pratiques. On a beaucoup formé les gens et on a eu de la chance aussi parce qu'on a eu des sponsors qui étaient très réactifs à ça et qui étaient d'accord et qui nous faisaient confiance. Après c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Quand on regarde la trajectoire en 1 an, en fait, ça a bien évolué, enfin en 1 an et demi. Au début, les gens vont chercher à reproduire Excel dans Tableau, donc ça va être moche et ça va être chiant et c'est pas fait pour, en fait, enfin vraiment. Et maintenant, les gens vont vachement plus s'orienter vers du graphique. Ça n'empêche pas qu'il y ait quelques férus de tableaux qui font encore des bons vieux tableaux avec plein de colonnes et plein de lignes. Mais globalement, il y a quand même une grosse évolution. En fait, à partir du moment où les gens s'en rendent compte, ça marche bien. Et ce qui marche surtout très bien, c'est quand le top management demande des sorties sous tableau et demande des trucs visuels. Parce que si vous n'avez pas d'appui du top management, ça risque d'être compliqué. Pour compléter, c'est une très bonne question parce que selon les entreprises, enfin, on voit bien chez nos clients, il peut y avoir des stratégies très différentes. Ça a été imposé par la direction, ou ça vient des métiers, ou ça vient de l'IT. Il n'y a pas d'adoption, il y a une adoption moyenne, il y a quelques superstars, tout le monde en fait, enfin, il y a des comportements très différents. Je ne dirais pas qu'il y a un mode de fonctionnement qui marche mieux. C'est un peu à chaque entreprise de trouver son bon chemin. Ce qu'on constate quand même, là on est en train d'animer la communauté chez JC-Deco parce que ils ont des licences et qu'ils se rendent compte que ça ne bouge pas beaucoup. Donc on anime des tables day, donc des journées avec des ateliers autour de ça. On essaye de créer une communauté, des gens qui du coup sont de services différents et se rendent compte qu'ils travaillent sur le même outil, qui ont peut-être des choses à partager. Ça se trouve, il y a des gens qui accèdent au même type de données, ils ne le savaient même pas, ils ne se croisaient même pas parce qu'ils sont dans des services différents. On a ce sujet aussi actuellement à la Massif, qui nous demande mais comment aidez-nous parce que il y a des métiers, il y a des directions sur lesquelles on a du mal à faire prendre la sauce. Et donc on accompagne aussi nos clients pour créer cet enthousiasme. Et ça passe quand même beaucoup, ce que vous avez fait, c'est très bien, à travers les clubs data, à travers des partages entre collègues, etc. On a animé un atelier comme ça aussi. Enfin, on a fait beaucoup dans... J'ai le droit de dire un concurrent, enfin la Société Générale. Un atelier d'une après-midi pour faire découvrir Tableau à certaines personnes, créer un petit challenge. Pendant 1 heure, ils découvraient des données, il fallait qu'ils créent quelque chose, avec un chrono, la musique de Rocky. Après, on présente, on essaye d'avoir une critique constructive de tout ce qui a été fait, puis on montre le potentiel de l'outil sur le même jeu de données, ce que des experts de Tableau ont pu faire. Donc ça passe par beaucoup, l'adoption passe beaucoup, et parfois ça ne remplace pas forcément, je ne sais pas qui a posé la question, ça ne remplace pas forcément un outil déjà existant. Ça peut créer une nouvelle façon de travailler. Il y a également, ça marche bien quand on l'a fait chez Pierre Fabre. Pierre Fabre, aujourd'hui, il y a 2500 personnes qui sont connectées sur le serveur Tableau et qui utilisent, qui consomment de la ZIS. Et il y en a 172 pour l'instant qui développent. Et bientôt, il y en aura presque 300. Pour vous donner une ordre d'idée de la taille, il y a aujourd'hui quasiment tous les services de Pierre Fabre qui utilisent Tableau. Et il y a des endroits où c'est venu un peu remplacer une forme de reporting qui était fait sous des outils de BI plus traditionnels ou d'Excel. Et maintenant, il y a l'émergence de... À force, ça donne des idées à des personnes qui se disent bah, je
je communiquais pas sur ces données ou pas de cette façon, où j'avais un bon vieux PowerPoint pourri, bah maintenant j'utilise Tableau. On a comme ça la dermatovigilance, c'est l'équipe qui surveille quand il y a des gens qui achètent des crèmes Pierre Fabre, enfin Pierre Fabre c'est plein de marques pour parapharmacie, il peut y avoir une réaction atopique sur la peau, et donc ils surveillent pour pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'il faut changer la formule, ou alors c'est cynique, est-ce qu'il faut qu'on fasse une provision comptable parce qu'on aura un procès, mais on préfère avoir un procès et verser quelque chose plutôt que de changer notre formule parce que ça nous diminue nos ventes. Et ils ont des arbitrages comme ça à faire. Jusqu'à maintenant, c'était ils collectaient des données, puis ils ont un PowerPoint, ils essayaient de prendre des décisions là-dessus. Là, ils ont Tableau qui est connecté sur les réseaux sociaux, ils essaient de remonter énormément. Déjà, ils ont gagné en vélocité. Ils arrivent à remonter les informations beaucoup plus rapidement et à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Ils arrivent à corréler aussi l'impact sanitaire versus le coût financier. La force de Tableau là-dessus, c'est qu'en fait, on peut construire un outil qui est vachement plus dynamique à destination de nos managers, nos dirigeants, plutôt que de leur fournir un PowerPoint et puis qu'ils reviennent vers nous à dire ah, mais est-ce que tu pourrais creuser tel point, etc. Bah, en fait, si on a bien conçu son tableau de bord, il va pouvoir le faire lui-même quasiment. Donc, et ça, enfin, nous, en tant qu'analystes, ça peut nous permettre d'éviter de faire 70 000 fois le même travail pour tout près de différence. Ce qu'on fait aussi, il y a un changement quand on commence à éduquer à l'analyse visuelle. Je dis bien éduquer parce qu'on a été formaté, moi le premier, j'ai été contrôleur de gestion et j'étais la star dans la boîte où j'étais sur Excel. Et je faisais des camemberts inclinés en 3D avec des dégradés de couleurs, des ombres. Et vraiment, enfin, moi j'étais jeune, mais je trouvais ça bien, et je passais du temps. Et j'avais même des trucs que je collais dans PowerPoint et je faisais une carte et puis je dessinais des bulles dessus pour les agences. Et j'avais mon moment de gloire en comité de direction quand tous les 15 jours je venais présenter mon reporting d'agence. Et je pensais que j'étais bon en plus. Bon, enfin bon, c'était dans les années 2000 et il n'y avait pas de tableau qui existait à l'époque. Mais avec le recul, je passais un temps fou et deux, j'utilisais pas les bonnes pratiques. L'exemple du camembert, il est intéressant. Parce que c'est facile à faire dans Excel, tout le monde fait des camemberts. Et vous avez plein de gens dans les entreprises qui ne connaissent rien à la donnée, mais qui vont vous demander « moi je veux du camembert dans mon reporting ». Alors qu'il faut pouvoir expliquer que le camembert, ce n'est pas une bonne pratique visuelle. L'œil humain distinguera plus facilement des écarts de hauteur sur des barres plutôt que des angles. Et quand on affiche un camembert avec plein de secteurs, qu'est-ce que le cerveau va faire? Parce que vous aurez été malin, c'est-à-dire que comme on n'arrive rien à lire quand il y a plein de secteurs, on rajoute l'étiquette et on rajoute le pourcentage. Le cerveau, il fait quoi? Il lit les étiquettes, il lit les pourcentages. Il ne va pas lire les angles. Non, il ne va pas lire les angles et puis les couleurs. C'est juste de la déco. Ça ne sert à rien. Si on fait une enquête de satisfaction, à la sortie, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez trouvé le présentateur sympa? Oui, non. Est-ce que vous avez trouvé la badoie sympa? Oui, non, etc. Bref, des questions avec une réponse oui, non. On exprime le résultat de cette enquête avec des petits camemberts de couleurs divergentes. Là, on comprend l'information. Là, l'information est visuelle. On n'a pas besoin de rajouter le pourcentage. Vous allez tout de suite comprendre la proportion qui a dit oui, qui a dit non. Parce qu'il n'y a que deux secteurs. Donc le camembert, dès que vous avez plusieurs secteurs, ce n'est pas une bonne pratique visuelle, même si depuis des années, on en fait des tonnes dans Excel. Et puis, je vais nuancer mon propos. Le camembert, il a une forme ronde, comme le hamburger. C'est la forme qui rassure. Mais le hamburger, ça rassure, c'est con, mais c'est comme ça. C'est bien fin, c'est juste. Non, c'est sociologique. Donc, ça dépend de votre public. Vous vous adressez à des actionnaires. Donc, ça sera un document qui sera figé, ce ne sera pas interactif, ça sera un document, un rapport, un bilan, donc c'est du PDF. Au pire, c'est imprimé, même si c'est pas bien d'imprimer des documents qui font tant de pages. Et vous allez chercher à rassurer. Et donc, si votre auditoire, c'est quelqu'un qui a le temps, et qu'on cherche à rassurer, vous allez faire des camemberts. Parce que le camembert, on est sûr qu'il y a bien 100%, puisqu'il est complet. Alors que si je fais un histogramme avec des barres, j'ai l'angoisse que peut-être il y a une barre de plus, on me cache quelque chose. Je caricature, mais c'est vrai. En fait, le cerveau, si on voit des barres, il peut y avoir une barre de plus. On n'est pas sûr que ça soit à 100%. On cherche à rassurer un public d'actionnaires, par exemple, on met un camembert, et peu importe, de toute façon, que le cerveau lise, il lira que les étiquettes et les pourcentages,
c'est pas grave. L'objectif, c'est de rassurer quelqu'un. On s'adresse à un manager qui doit prendre des décisions, lui coller des camemberts pour pouvoir comprendre son business, c'est une hérésie. Parce qu'il va perdre trop de temps. Alors, si, il pourrait le faire, mais on parle toujours d'efficience, d'efficacité, d'efficience. Il ne sera pas efficient, il sera juste efficace parce qu'il aura compris son information. Mais on n'aura pas été à l'essentiel. Il faut comprendre que l'information dans le cerveau, 70% de l'information, elle arrive par l'œil. L'information est d'abord visuelle. Une fois qu'on a compris ça, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'analyse visuelle et il y a eu beaucoup de travail de fait, pas que par tableau, hein, il y a, dans le monde de la BI et des logiciels self-service, il y a beaucoup de logiciels qui utilisent maintenant toutes ces théories et ça paraît évident, c'est du bon sens. Comme trop d'informations qu'une information, trop de couleurs. Mais un tableau de bord avec trop de couleurs, c'est au-delà du fait que ça peut être moche. On n'arrive pas à lire toute l'information. Trop d'éléments sur un tableau de bord, pareil, on n'y arrivera pas à le lire. Donc, est-ce que l'objectif est atteint? Si c'est pour juste faire un truc institutionnel parce que le président l'a demandé, bon, on n'a pas beaucoup de choix. Mais si c'est pour essayer d'avoir des décisions opérationnelles, de pouvoir interagir avec sa vie, il faut comprendre comment le cerveau humain va fonctionner, comment sociologiquement aussi on a été construit par plein de choses, et donc il y a des symboles, il y a des choses qui fonctionnent mieux. Je ne sais pas s'il y en a qui font aussi du mind mapping, de la carte heuristique. Personne? Un petit peu quand même. Bah voilà, quand on étudie un peu, quand on s'intéresse à ça, on comprend bien la logique et comment le cerveau va enregistrer de l'information avec des icônes, avec des couleurs, avec des choses de ce type, plutôt que du texte ligne à ligne. Et j'ai perdu un truc que je veux dire, mais de toute façon je parle trop. Oui. Voilà. Donc je vous laisse poser d'autres questions, parce qu'après on a faim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une question sur l'installation des débutés, est-ce que ça se fait, et la maintenabilité, est-ce que ça se fait facilement C'est pas fait pour t'installer. Alors, pour Alteryx, Vous l'avez fait, vous? Nous, on fait de l'activation de licence offline. C'est moi qui le fais d'ailleurs. Pour Alteryx, c'est tout à fait possible. L'installation, alors pour l'installation, je ne vais pas maîtriser parce que nous, on fait des. Enfin, on a une solution de distribution, donc on le fait passer en paquet pour que ça s'installe pendant la nuit sur l'ensemble de nos postes. Par contre, pour la gestion des licences, oui, on peut gérer en offline. Enfin, il faut quand même un poste qui est online à un moment pour accéder au service de licence d'Alterix. Mais voilà, pour Tableau, par contre, ça, je ne sais pas. On peut lancer l'installation d'Alterix en ligne de commande. Donc, et on peut le faire avec l'activation, le pousser, justement avec la licence en ligne. Ouais. Complètement en ligne. Et il faudra juste à un moment en fait un PC qui enverra le fichier sur le serveur d'Alterix et qui génère un autre fichier à activer sur le poste en question. Ouais. Parce qu'il vérifie que la licence est valide. Vu que c'est de l'abonnement, il va tracer justement la. Vous dites en quoi, il faut un physique ou un CD, ça marche? Ah non, c'est en online. Enfin, je veux dire, il faut un PC. En fait, c'est-à-dire que en fait, nous, avec toutes les couches de proxy qu'on a, on ne réussit pas à se connecter, nos ordi ne réussissent pas à se connecter sur le serveur de licence d'Alterix. Donc, ils ont le logiciel d'installer. Par contre, quand ils veulent activer leur licence, ils doivent le faire sur le mode offline. Donc, c'est-à-dire que leur logiciel, alors je leur passe la clé de licence qui va bien, donc ça je leur envoie. Ils la saisissent dans le logiciel sur le mode offline. Ça génère un fichier .bin, je crois. Ouais. Et moi, il me l'envoie par mail. Ce fichier-là, je l'upload sur un serveur Alteryx avec un site Alteryx. J'ai un lien, je lui dis d'uploader le truc. Et derrière, je télécharge un fichier .rep que je renvoie à la personne et lui il va ouvrir le fichier rep et il va se dire ok c'est bon, tu peux utiliser Alteryx. Donc ça c'est, le PC pour être 100% offline, hors réseau, ça marcherait. Il n'y a pas besoin d'être en réseau pour le faire. Bah, si vous n'avez pas accès à internet ça va être compliqué, mais après sinon vous pouvez l'installer sur votre poste. Et une fois que c'est installé sur votre poste, il n'y a pas de problème.
pareil, vous pouvez le transférer après, vous les passez, on va dire, entre collègues, en clé USB ou quoi. C'est pas gênant. On n'a pas besoin d'être connecté tout le temps à Internet il n'y a pas une vérification que la macro est à jour ou pas tout le temps sur Internet. Si c'est ça que vous vous posez comme question, une fois qu'elle est installée, c'est bon, elle marche, on peut l'utiliser autant qu'on veut. D'autres questions? Oui, au fond. En fait, alors je suis un peu vieux et du coup, j'ai pas bien entendu. Ah oui, est-ce qu'il y a des templates ou des choses toutes prêtes pour un métier donné? J'essaye de... Alors, non, en fait, le principe de tableau, et d'ailleurs c'est un choix important, quand on développe ce tableau, le choix est fait de d'abord vous apprendre à utiliser le logiciel et à comprendre comment ça fonctionne, plutôt que de vous donner des graphiques tout prêts sur lesquels vous choisissez le graphique et puis il va prendre les données à votre place et vous ne savez pas trop comment il l'a construit. Ça, c'est dans la méthode pédagogique. Donc, de la même façon, il y a quelques modèles de templates pour des choses assez standardisées. Alors, dans la logistique, je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'esprit de tableau. Dans les extensions, il y en a qui sont proposées. Après, il y a d'autres entreprises qui proposent des solutions avec des templates de dashboard tout faits. Bon, ça fait des trucs qui sont jolis, mais ça reste du figé qui va pas forcément. Et après, il faudrait regarder s'ils font des trucs dans la logistique. Par rapport au template, ouais. C'est Lintao on a une qui fait ça. collègue qui avant d'être était dans la supply chain. Le parti pris a été plutôt de reconstruire dans Tableau et de repartir. On travaille beaucoup en mode par itération et moi j'ai du mal à croire que un template puisse correspondre à l'ensemble des besoins de différents clients quand même. Déjà, il y a des entreprises qui ont toutes des données propres, bien structurées, dans une jolie base et qui en plus se ressemblent entre elles. Ça n'existe pas dans la vraie vie, à moins, ou des petites entreprises et qui ont qu'un seul logiciel et bon à ce moment-là elles sont dans un même environnement. Je ne dis pas, c'est peut-être encore il y a autant de plans comptables, pour ceux qui ont fait un peu de compta, il y a autant de plans comptables que d'entreprises dans les choix, par exemple, l'articulation de son plan comptable. C'est comme le TIF en fait. Pour on time in full, tu pourras effectivement être on time, donc ça on pourra le reprendre sur différentes entreprises. In full, est-ce que tu es colistier? Est-ce que c'est sur palette? Est-ce que tu tiens compte de la distribution? Est-ce qu'il y a la sous-traitance? C'est très complexe d'avoir un seul template pour et puis en plus, nous, ça ne nous arrange pas parce que si il y avait des trucs tout faits et qu'il n'y aurait plus qu'à se plugger, il n'y a plus aucune intelligence, il n'y a plus besoin de consultants, il n'y a plus besoin de personne. Quoi. Donc, voilà. On tue le marché. Quoi. Exactement. Alors là, on travaille avec Epner. On est en train de déployer, mais on a... Sur la qualité. Ouais, mais on a aussi un accord de confidentialité où on ne peut pas trop dire ce qu'on fait. Ouais, on travaille aussi avec XPO Logistique. On travaille avec Finet Lagun. Donc je peux vous dire les noms de ces secteurs d'activité avec qui on travaille. Sur Tableau, par exemple, on a aussi la possibilité, donc là vous avez une carte. On peut remplacer cette carte par un plan d'entrepôt et on va coder en XY chaque position de produit et on va pouvoir voir les produits qui sortent, les produits qui rentrent, donc les niveaux de stock. On peut créer des alertes et donc dès que tel niveau de produit en dessous de 5 ou de 10, il faut lancer automatiquement un réassort. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont réalisées. Sur le serveur, en fait, on peut paramétrer les abonnements, des alertes. Un client qui fait ça sur de la compta, sur les factures impayées, dès qu'il n'y a plus de tant de jours de factures impayées, il y a automatiquement un mail qui est envoyé à quelqu'un de la compta et il a la vise au tableau avec toutes les factures concernées qu'il faut avancer. Voilà, il y a plein de choses de ce type-là. Là, sur la démo, on a fait plutôt court, mais on peut faire, l'environnement de tableau et d'Asterix aussi, des environnements qui sont très complets, très riches, et le terrain de jeu est infini. Et je ne pourrais pas vous montrer d'exemple là, à l'heure qu'il est, mais on peut, je vous laisserai ma carte si vous voulez, puis je peux
peux vous mettre en relation avec notre spécialiste supply chain qui peut vous expliquer ce qu'on fait chez les clients sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les licences. Le coût des licences. J'ai bien compris la question. Alors, on va parler d'Alterix. Alterix, il y a deux principaux outils. On va faire court. Il y a l'Alterix Designer qui est client lourd qui s'installe pour développer les workflows. Le coût d'une licence designer est de 5 195 € pour 1 an. Après, selon la durée d'engagement que vous prenez, il y a les systèmes de remise. La caisse d'épargne bénéficie d'un contrat complètement différent puisque là, ils sont hyper nombreux. Vous imaginez bien quand on va avoir une licence où il y a 180 personnes qui jouent avec le sujet, c'est pas la même tarification. Ça c'est le produit, et puis il y a le serveur Alterix, et donc sur le serveur Alterix, là on peut connecter autant de personnes que l'on veut, et le prix est de, je sais plus, 54 000 € par an. Ouais. Ça c'est pour la solution Alterix. Sur les deux principaux produits, il y en a deux autres, mais qui sont dont on ne parle pas maintenant. Tableau, il y a 3 produits. Il y a le Creator. Creator, c'est pour l'utilisateur qui va créer les vis. Et la licence, le modèle Creator inclut une licence de tableau desktop, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc c'est pour une licence tableau prep pour préparer les données, on ne vous l'a pas montré, et une licence tableau serveur, soit sur un serveur installé chez vous, physique, ou un serveur sur un cloud privé, ou sur la solution cloud de Tableau qui s'appelle Tableau Online. Donc ce Creator, il coûte 840 $ par an, ce qui fait en ce moment dans les 750 €. Ensuite, il y a donc ça c'est pour la personne qui va créer et qui va publier sur le serveur. Ensuite, il y a les personnes qui se connectent sur le serveur pour consommer les vis, interagir avec les vis. Et là, il y a deux profils. Un profil de base, la personne qui se connecte, elle reçoit des abonnements, elle peut recevoir des alertes, elle filtre, elle interagit avec les visualisations, mais elle est plutôt dans la consommation. Donc ça c'est le profil viewer. Ce profil viewer, il coûte 120 $. 140, oui, 140 $. 144 et en euros, ça fait dans les 125 €. 125 €, merci. Donc ça c'est pour la personne qui va consommer. Donc 125 € par an pour se connecter sur le serveur, interagir, avoir ses reportings sur son smartphone, sur sa tablette, sur son PC. Et il y a un profil qui s'appelle Explorer. À chaque fois, on vous donne les prix pour des installations serveurs physiques ou serveurs Amazon, la version cloud de Tableau. Du coup, vous n'avez pas toute la partie architecture, infra, etc. Elle est un peu plus chère. Et tous les prix sont sur le site internet de Tableau, dans Tarifs. Facile. La version Explorer, donc c'est un profil de personne qui va se connecter sur le serveur et qui va vouloir faire plus de choses. J'interagis avec les vis, mais tiens, j'ai une réunion, j'aimerais vite me connecter aux données parce que j'ai le graphe, enfin j'ai pas l'information qu'il me faut, etc. Donc soit je crée moi-même une représentation graphique, soit j'utilise Ask Data. Donc, Ask Data, c'est le langage naturel qui est intégré dans Tableau. Et donc je pose des questions en langage naturel et Tableau crée. Tu vois quelqu'un qui est dubitatif? C'est tout nouveau, c'est sorti le 13 février, c'est vrai, on connaît ça. Et je l'ai essayé, et là, ce qu'il faut c'est l'essayer, vous l'avez essayé? Bon, pour l'instant c'est qu'en anglais. Donc il faut poser ces questions en anglais, mais enfin si vos champs sont des champs. Vous l'avez testé sur le système de démo Tableau ou vous-même Oui, non, mais vous l'avez testé sur vos propres données ou sur les données qui sont proposées Ouais. Ça serait intéressant de voir sur les données d'une entreprise, voir le retour. Parce que pour l'instant aussi, moi je l'ai testé que sur les. C'est-à-dire que Tableau le met en ligne et il y a différents jeux de données. Par exemple, il y a un jeu de données sur le vin avec le prix des bouteilles de vin partout dans le monde, etc. Donc j'ai juste tapé top 10, je sais plus quoi, je voulais juste le top 10 des vins les plus chers et il m'a fait le top 10 des vins les plus chers, un graphique à barre, tout ça. Donc ça c'est pour... donc Ask Data est intégré pour la version Explorer.
Et donc soit j'interroge dans le langage naturel, mais l'idée c'est surtout que ce profil-là, il peut se connecter aux données, il peut créer des vis, il a la main pour pouvoir faire des choses aussi par lui-même. C'est un profil un peu avancé. Voilà. Et là, la licence, elle coûte... C'est 35 $, donc c'est 420 $ par an. Donc ça va faire dans les 380 €. C'est ça. Par an, par personne. On a répondu à la question sur les prix. Mais si vous avez d'autres questions, enfin, sur le site de Tableau, tableau.com, vous changez la langue, vous la mettez en français, tarif, et puis vous avez... alors, de la même façon, aujourd'hui, le marché de la BI est encore en très forte croissance, la BI self-service. Tableau, il y a d'autres outils. Donc dans le dernier classement du Gartner, on a encore Tableau en tête depuis 7 ans, pour BI, Click, et puis il y a un autre qui vient de remonter là, dans le cadre des leaders. Ça, c'est la BI traditionnelle. Enfin, la BI self-service, la BI en entreprise. Le marché qui aujourd'hui a la plus forte croissance, c'est l'embed. Donc c'est quand on encapsule une solution de BI au sein d'un autre logiciel ou de sa plateforme pour délivrer de l'analyse sur... comment dire, plutôt que de développer sa propre solution de BI sur les données pour montrer à ses clients les graphiques, on encapsule Tableau à l'intérieur de sa solution. C'est d'ailleurs ce que fait Travel Planet. En fait, ils ont intégré Tableau à l'intérieur de leur solution. Et ça, donc il y a une offre Tableau spécifique pour ces projets-là, et on accompagne de plus en plus de clients qui ont vraiment ce souhait d'encapsuler Tableau dans leur solution, soit dans leur logiciel, soit dans leur environnement, pour pouvoir produire du reporting, de la vise interactive à destination de leurs clients ou de leurs fournisseurs ou de leur environnement ou de leur écosystème. Et donc il y a une tarification spécifique pour ce type de projet. Et c'est les projets, c'est aujourd'hui en très forte croissance sur ces sujets-là. D'autres questions? Donc en fait, en gros, c'est une API que vous vendez, c'est ça? On vend Tableau et qui a une API pour pouvoir s'intégrer dans un autre environnement. On arrête? Ouais, on arrête. Ouais. Alors, je propose, avant que ce soit le bazar, cette rangée-là, c'est super bien, mais vos chaises, elles sont trop buffées et ça va... je suis désolé, mais comme j'ai 2 enfants à la maison, j'en ai beaucoup, j'ai essayé d'organiser les choses, parce que je sens que ça va être le bazar. Donc, je vous demanderai juste de peut-être replier vos chaises, les mettre sur le côté, que tout le monde puisse accéder au buffet. Le salé est de ce côté-là, le sucré de ce côté-là, les boissons au milieu. Viens vous servir et on répond à vos questions. Ou si vous voulez acheter des licences ou venir travailler chez nous, on est là. Bon. Super, c'est bien ça, non? Ouais. C'est clair. D'accord. Ouais.